Chaque conversation qui traverse le globe n'est en réalité qu'un murmure de lumière, un murmure guidé à travers des filaments de verre plus fins qu'un cheveu humain. Ce matériau, d'une fragilité apparente, possède une force de traction qui surpasse celle de l'acier lorsqu'il s'agit de transporter l'information. Il semble se briser au moindre choc, mais sa capacité à acheminer nos données est sans égale. Pourtant, le voyage de cette fibre est un prodige de transformation industrielle. Tout commence avec du simple sable de quartz, une matière première humble qui subira un processus d'une complexité inouïe pour devenir un filin de haute technologie. Le parcours s'achève en de monumentales bobines de câbles, prêtes à être déployées dans les profondeurs des océans. C'est dans les coulisses de ces usines de pointe que des millions de fibres optiques prennent vie, tissant la véritable colonne vertébrale de notre ère connectée. Ils plongent dans les abysses, fragiles et invisibles, pour relier les continents. Ce sont les États-Unis qui, les premiers, ont osé tendre ces artères de lumière à travers l'océan. En 1988, la ligne TET-8 est mise en service. Elle relie alors l'Amérique au Royaume-Uni et à la France, marquant le début d'une ère nouvelle pour les communications mondiales. À partir de cet instant fondateur, les États-Unis s'imposent comme le cœur de l'infrastructure Internet du globe. Cette suprématie a été rendue possible par l'implication des géants américains de la technologie comme Google, Meta ou Microsoft. Ces entreprises ne se contentent pas d'utiliser le réseau. Elles y investissent massivement et sont même copropriétaires de certains des câbles les plus stratégiques de la planète. Il devient alors difficile d'imaginer à quoi ressemblerait notre quotidien si ces fils de verre n'existaient pas. Tout commence avec une matière d'une simplicité désarmante, une poignée de sable qui contient la promesse d'un monde connecté. Le voyage de la fibre optique débute avec du sable de quartz d'une grande pureté. Seuls certains gisements de sable blanc, triés sur le volet, possèdent la concentration de silice nécessaire à la fabrication du verre optique. Sur les sites d'extraction, des excavatrices à chenilles œuvrent sans relâche, arrachant d'épaisses couches de sable avant de les charger sur d'imposants camions. Chaque chargement, pesant plusieurs dizaines de tonnes, achemine la matière brute vers une usine de traitement toute proche. Une fois sur place, le sable est déversé sur des tapis roulants, puis il traverse des tamis vibrants qui le débarrassent des pierres et des débris organiques les plus grossiers. La matière est ensuite plongée dans de vastes cuves de lavage industriel. À l'intérieur, de puissants jets d'eau et des agitateurs mécaniques se combinent pour éliminer l'argile, les poussières fines et les résidus végétaux. Ce cycle de lavage est répété à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le lot entier atteigne le niveau de propreté exigé. L'eau usée des cuves est dirigée vers un système de recyclage qui récupère les fines particules de silice entraînées par le courant, minimisant ainsi les pertes. Dès que le sable est conforme aux exigences, il passe dans des fours industriels où la chaleur intense en extrait la moindre trace d'humidité résiduelle. Finalement, il est conditionné dans des conteneurs scellés, prêts pour l'étape chimique. C'est durant cette phase que la silice sera transformée en composé gazeux ou liquide, avant de devenir la préforme de verre qui donnera naissance à la fibre optique. Il naît du sable, mais le sable lui-même n'est pas assez pur. Tout commence avec de la silice pure, conservée dans des conteneurs hermétiques, puis acheminée vers la zone de traitement chimique. Ici, des techniciens transforment la silice en composé gazeux. Soumis à des températures extrêmes, ces gaz réagissent et se condensent en couches de verre d'une pureté absolue. Plutôt que de fondre du sable en un bloc solide, cette technologie construit le verre couche par couche, éliminant ainsi la quasi-totalité des impuretés. Le processus se déroule à l'intérieur d'un tube de verre creux, qui tourne lentement sur lui-même, tout en étant chauffé par un chalumeau mobile. Lorsque le mélange gazeux traverse le tube et rencontre la chaleur intense, il se transforme en particules de silice microscopiques. Celles-ci se déposent sur la paroi interne pour former la structure désirée. En ajustant la composition du gaz, les ingénieurs déterminent quelle section deviendra le cœur, où la lumière voyagera,
et quelle section formera la gaine qui l'entoure. Chaque couche est contrôlée avec une précision extrême, tant pour son épaisseur que pour sa pureté. La moindre déviation pourrait altérer la transmission de la lumière. Ces exigences rigoureuses font de la fabrication de la préforme l'étape la plus coûteuse de toute la chaîne de production. Les matières premières doivent atteindre une pureté quasi parfaite et le processus de dépôt peut durer des dizaines d'heures pour une seule préforme, ce qui le rend bien plus onéreux que les autres étapes. Après de nombreuses heures d'accumulation continue, le tube de verre se solidifie progressivement pour devenir une tige dense et solide, la préforme. Une préforme typique mesure entre 3 et 6 pieds de long pour quelques pouces de diamètre. Elle contient déjà la structure complète du cœur et de la gaine de la fibre, mais à une échelle beaucoup plus grande. Une tour de métal de plus de 60 pieds de haut pour créer un fil plus fin qu'un cheveu. Une fois la préforme de verre prête, elle est transportée jusqu'à la tour d'étirage, une structure d'acier qui s'élève à plus de 60 pieds de hauteur. Au sommet, la préforme est maintenue en place et insérée dans un four spécial. À l'intérieur, la température approche les 3600 degrés Fahrenheit, une chaleur suffisante pour ramollir la base de la préforme. Alors que le verre commence à s'écouler vers le bas, une petite goutte est étirée en un filin ténu, marquant le début de la production continue de la fibre. À partir de cet instant, l'ensemble du système fonctionne sous un contrôle rigoureux. Le brin est étiré verticalement jusqu'à atteindre un diamètre d'environ 0,005 pouces, plus fin qu'un cheveu humain. L'enjeu principal est de maintenir l'uniformité de la fibre du début à la fin. Si son épaisseur varie ne serait-ce que d'un millième de pouce, sa capacité à transmettre la lumière peut être compromise. Pour garantir cette précision, plusieurs capteurs laser le long de la tour scannent la fibre en continu, mesurant le diamètre de chaque section avec une grande exactitude. Durant cette phase, il n'est pas rare de voir des opérateurs toucher ou couper la fibre directement avec des pinces ou de petites lames. Cette intervention est nécessaire pour retirer la portion instable du début de la production ou pour prélever un échantillon destiné à une inspection rapide au microscope. Ils coupent aussi parfois la fibre à la fin d'un cycle de production pour séparer le produit fini de la machine. Ces gestes garantissent que seules les fibres conformes aux normes poursuivent leur chemin vers l'étape suivante. Le processus d'étirage peut se poursuivre pendant des heures pour une seule préforme. D'une tige de quelques pieds de long, l'usine peut produire des dizaines de miles de fibres optiques d'une qualité et d'une pureté constante, prêtes pour la suite de la production. À peine né, le verre est déjà menacé. Il est si fragile qu'un simple contact pourrait le briser. Pour lui permettre de survivre aux étapes suivantes, l'usine applique immédiatement un revêtement protecteur. La fibre traverse une petite chambre remplie de polymère liquide. Ce polymère est spécialement formulé pour créer plusieurs couches. La couche intérieure est élastique, afin de réduire les risques de fissure lorsque la fibre se courbe. La couche extérieure, quant à elle, est plus dure pour résister au choc et à l'abrasion. Ensuite, la fibre passe à travers un système de durcissement par ultraviolet. La lumière UV solidifie instantanément le polymère, transformant le liquide en une couche protectrice transparente. Cette étape est entièrement synchronisée avec la vitesse d'étirage, ce qui garantit au revêtement une épaisseur uniforme et une adhérence parfaite. Grâce à cette armure invisible, la fibre optique peut désormais supporter la manipulation, le transport et les tests sans risquer d'être endommagée. Des kilomètres de fibres défilent chaque minute. La moindre erreur de tension et tout se brise. Une fois le revêtement protecteur appliqué et durci, la fibre est guidée à travers plusieurs stations d'inspection automatisées. Des capteurs laser surveillent son diamètre et son uniformité, tandis que des dispositifs optiques mesurent la transmission du signal. Ce contrôle s'effectue en continu tout au long de la ligne pour s'assurer que la fibre est stable avant de passer à l'enroulement. Dans la zone d'enroulement, la fibre est acheminée vers d'immenses bobines situées à la base de la tour. Chaque bobine peut contenir des dizaines de miles de fibres,
Enroulée à grande vitesse, tout en maintenant une tension constante, si la fibre est tirée trop fort ou se chevauche de manière inégale, elle peut se fissurer ou se déformer. L'ensemble du système d'enroulement est donc programmé avec précision et surveillé de près. Un bras mécanique guide le brin d'avant en arrière, déposant chaque boucle proprement côte à côte en couches uniformes, un peu comme on enroule du fil, mais à une échelle industrielle. Les opérateurs surveillent attentivement les écrans affichant la tension et la vitesse, prêts à intervenir au moindre problème. Lorsqu'une bobine est pleine, le système raccorde automatiquement la fibre à la bobine suivante, afin que la production se poursuive sans interruption. De cette manière, une seule préforme peut produire des bobines continues de fibres, qui seront ensuite emballées dans des conteneurs de protection pour un transport en toute sécurité. Un fil de verre seul ne survit pas longtemps dans le monde réel. Il doit devenir plus fort, plus résistant. À partir des bobines de fibres déjà revêtues et testées, l'usine entame le processus de câblage pour former le produit fini. D'abord, plusieurs bobines de fibres sont disposées en parallèle et introduites dans une imposante machine de câblage. Ici, les fibres sont rassemblées en faisceaux, allant généralement de quelques dizaines à plusieurs centaines de brins selon la capacité de transmission requise. Entre ces faisceaux, les fabricants ajoutent des éléments de renfort en acier ou en Kevlar pour augmenter la résistance mécanique. Le Kevlar est particulièrement apprécié car il est léger tout en étant plusieurs fois plus résistant que l'acier à la traction. Ensuite, l'ensemble du faisceau est enveloppé dans des couches de protection supplémentaires. Une gaine extérieure en plastique aide à bloquer l'humidité et à fournir une isolation. Certains câbles contiennent également un gel hydrofuge injecté à l'intérieur pour empêcher les fuites et la perte de signal. Pour les câbles sous-marins, la construction est encore plus complexe, avec de multiples couches de fils d'acier enroulées étroitement autour du faisceau. Cette armure lui permet de résister à la pression des grandes profondeurs et aux dommages causés par les ancres de navires ou l'activité sismique. La machine de câblage fonctionne à un rythme précis, torsadant les composants de manière homogène autour du cœur de fibre pour maintenir l'uniformité sur des kilomètres de câbles. Les opérateurs surveillent attentivement la tension et l'angle d'enroulement sur des écrans de contrôle. Un mauvais alignement ou une compression excessive pourrait entraîner la défaillance du câble lorsqu'il est plié. Il est destiné à relier les continents en silence pendant des décennies. Mais avant de trouver sa place au fond des océans, il doit d'abord prouver sa résistance. Une fois l'assemblage terminé, le câble est soumis à une batterie de tests pour garantir sa fiabilité sur le long terme. Les premières épreuves sont d'ordre mécanique et environnemental. On les tire, le ploie et le tord pour évaluer sa robustesse. Il est ensuite enfermé dans des chambres thermiques qui alternent entre un froid glacial et une chaleur intense, ou plongé dans des cuves à haute pression pour simuler les abysses marins. Viennent ensuite les tests optiques. Un faisceau laser est envoyé au cœur de la fibre pour mesurer la perte de signal. Ces étapes permettent de déceler rapidement le moindre défaut de fabrication ou l'utilisation de matériaux non conformes. Cependant, pour démontrer que le câble est véritablement opérationnel en conditions réelles, l'usine procède à des essais sur sa pleine longueur. Les ingénieurs connectent ces deux extrémités à des émetteurs et récepteurs optiques, puis envoient un flux de données continu pendant des heures. Il ne s'agit pas de simples impulsions lumineuses. Le système transmet des flux vidéo, vocaux et réseaux pour reproduire un usage authentique. Si le signal traverse toute la longueur sans perte de paquet, sans distorsion ni atténuation anormale, le câble est déclaré apte au service. Le câble est également mis sous tension continue sur de longues durées pour vérifier sa stabilité à long terme. Certains échantillons sont même installés sur le terrain, enfouis sous terre ou tendus sur des poteaux, et leurs performances sont à nouveau mesurées après plusieurs jours d'exploitation. Cette étape est essentielle, car seuls ces essais en conditions réelles peuvent certifier que le câble supportera une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant de nombreuses années. Une fois toutes ces épreuves rigoureuses validées, la bobine est officiellement considérée comme un produit fini
Mais avant d'atteindre les équipes d'installation, il doit encore franchir les étapes du conditionnement et du transport, tout aussi critiques. À l'usine, les câbles sont retirés des bancs d'essai et placés sur de grands axes rotatifs. De là, ils sont enroulés en spires régulières sur d'imposants tourets en acier ou en bois renforcé. Chaque touret peut mesurer plusieurs mètres de diamètre et contenir des centaines de kilomètres de câbles d'un seul tenant. L'enroulement doit être réalisé avec soin pour éviter toute tension excessive ou courbure trop prononcée, car la moindre pliure pourrait dégrader la performance du signal. Une fois l'opération terminée, les extrémités du câble sont scellées avec des capuchons de protection pour les préserver de la poussière et de l'humidité. Chaque touret est ensuite étiqueté avec son numéro de lot, sa longueur, son type de structure et les résultats de l'inspection. Les ingénieurs effectuent une dernière vérification pour s'assurer que les bobines restent intactes lors des déplacements dans l'entrepôt. Pour le transport, les tourets sont chargés sur des poids lourds ou dans des conteneurs spécialisés. Lorsqu'ils voyagent par voie maritime, ils prennent place à bord de navires câbliers. Ces navires de télécommunication sont équipés de ponts de stockage multiples, capables d'accueillir des dizaines de tourets géants. Des systèmes d'arrimage en acier les immobilisent, empêchant tout mouvement durant des traversées qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. Ce processus de conditionnement et de transport garantit que chaque bobine de fibre optique quitte l'usine en parfait état. Elle est alors prête à être déployée dans des projets d'infrastructure, que ce soit à travers des villes en pleine effervescence ou au plus profond des fonds marins. Une lente procession sur une mer d'encre. À bord, une mission d'une précision presque chirurgicale. Une fois le câble à fibre optique acheminé au port, le relais est pris par des navires aux allures de colosses, les câbliers. Sur le pont, d'immenses bobines s'intègrent à un système d'alimentation qui déroule méticuleusement le câble vers la mer. Le brin est guidé à travers des dispositifs qui régulent sa tension. Cette étape cruciale garantit une descente contrôlée vers les fonds marins, sans risque de pliure ni de rupture. L'avancée est volontairement lente, dépassant rarement quelques miles par heure, car le navire doit suivre avec une extrême précision une route préalablement cartographiée. Dans les grandes profondeurs, le câble est simplement déposé sur le plancher océanique. La méthode change à l'approche des côtes ou dans les zones où les ancres des navires représentent une menace. Ici, des charrues sous-marines entrent en action pour creuser des sillons dans le fond marin. Le câble y est ensuite enfoui à plusieurs pouces de profondeur, à l'abri des dangers. À bord, les ingénieurs supervisent l'ensemble du processus en continu. Grâce à des capteurs et des caméras sous-marines, ils s'assurent que le câble se dépose dans la bonne orientation, sans aucune torsion. Une fois la pose achevée, le câble repose en toute sécurité sur le sol océanique. Il relie désormais les continents à la vitesse de la lumière, formant la véritable colonne vertébrale de l'Internet mondial. Du sable d'une blancheur pure au câble reposant au fond de l'océan, le parcours de la fibre optique témoigne de l'ingéniosité humaine mise au service de la connexion mondiale. Chaque mètre de câble unique franchit des dizaines d'étapes exigeantes. Purification, étirage de la fibre, codage, câblage, test, puis l'expédition et la pose par des navires spécialisés. Le résultat est une vaste autoroute de lumière, permettant à des milliards d'individus de communiquer, d'apprendre, de travailler et de se divertir d'un simple clic. Aujourd'hui, un appel transcontinental voyage en moins d'une seconde et les films en streaming arrivent quasi instantanément. Ce qui nous semble banal au quotidien est en réalité animé par l'un des processus industriels les plus complexes au monde. Un processus que la plupart des gens n'observent jamais.